soit nos cultures. Nous sommes aujourd'hui tous réunis pour cela. Nous devons mener une action pérenne. Nous devons influencer positivement nos concitoyens, leur montrer que le vivre ensemble, ce n'est pas qu'une parole vaine, ça existe et on le voit ici aujourd'hui. Mais nous devons aussi nettoyer cette tache qui est sur notre drapeau, que représente l'affaire Sarah Halimi. Nous devons la nettoyer ensemble. On ne peut pas se voiler la face. Sarah Halimi a été tuée parce qu'elle était juive. Parce qu'il y a une culture de l'antisémitisme. Mais il n'y a pas que ça. Et on le voit ressortir sur les réseaux sociaux. Il y a une culture de la violence. Il y a une culture de la haine. Il y a une culture de l'excuse. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi. Je suis fou. J'ai pas tout mon discernement. Mais qu'est-ce qu'on veut nous faire croire s'il y a une odeur nauséabonde qui se dégage de tout ça? Et cette odeur a tué Sarah. Elle a tué les policiers. Elle tue beaucoup de monde. Sarah Halimi a été victime du déni parce qu'on préfère appeler des terroristes des fous, des déséquilibrés, ou on préfère dire qu'il y a eu abolition du discernement. Est-ce que nous pouvons croire à ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut y croire? Et quand il l'a tuée, il a dit « J'ai tué le chétan » parce qu'elle était juive. Mais demain, qui sera leur prochain chétan? Est-ce que ce sera une fille qui porte des vêtements un peu trop courts à leur goût? Est-ce que ce sera quelqu'un qui boit un verre en terrasse avec ses collègues? Est-ce que ce sera un prêtre dans son église? Un imam? Un couple gay? L'histoire a déjà parlé. Tout ça a commencé avec Sébastien Selam. Il y a eu Ilan Halimi, il y a eu Toulouse, il y a eu Montauban, il y a eu Charlie, il y a eu l'Hyper Cacher, il y a eu Mireille, bien entendu, il y a eu Samuel Paty, il y a eu le Bataclan, il y a eu Nice, il y a eu beaucoup d'autres, et plus récemment, Rambouillet. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser l'obscurantisme nous vouloir occuper le terrain, les amis. Nous sommes ici pour amener la lumière, une lumière citoyenne, une lumière où nous sommes réunis. De quel droit ces gens-là se revendiquent-ils appartenir aux valeurs de l'islam? Ils ne portent aucune valeur de l'islam. Ceux qui représentent les valeurs, sont ceux qui sont là aujourd'hui avec nous. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons réussir. Ce n'est pas le combat d'une communauté ou d'une autre ou d'une autre. Nous sommes tous réunis pour Sarah Halimi aujourd'hui. Nous sommes tous réunis pour Sarah Halimi. Mais si la police ne peut nous défendre, et si la police ne peut se défendre, si la justice ne peut être rendue, mais vers quoi allons-nous? Vers quel futur allons-nous? Les problèmes se règlent ici. Nous avons deux objectifs à cette manifestation. La première, c'est que la loi visant à ce que la consommation de psychotropes ne puisse plus servir d'excuse à faire croire à une abolition du discernement. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui dans ce combat. Nous sommes tous rassemblés et vous allez voir des élus, des magistrats, des philosophes, des artistes et beaucoup d'autres, tous réunis pour la même cause. Qu'est-ce qu'ils penseraient? Est-ce qu'ils pensaient qu'on allait se taire? Est-ce qu'ils pensaient qu'on allait laisser passer ça? Cela fait 4 ans que nous nous battons pour cette cause. Depuis 2017, à faire du bruit, à moto, à défiler place de la République. Mais aujourd'hui, ce rassemblement est la preuve que nous tous, nous portons les mêmes valeurs, que nous avons été touchés dans nos valeurs les plus profondes avec cette justice, avec ce jugement, que nous tous, nous sommes au fond tous les mêmes. Cette manifestation est un succès. Elle dément ceux qui disaient que ce crime n'intéresse que la communauté juive.
Ce crime intéresse et interpelle toute notre nation. Parce que dans la République, quand on en vient à tuer quelqu'un parce qu'il est né autrement, ce n'est plus la République. Et aujourd'hui, je suis heureux de ce sursaut, de voir des hommes et des femmes d'horizons politiques différents, de confessions différentes, comprendre qu'il est nécessaire que nous soyons unis pour sauvegarder l'idéal républicain. L'idéal républicain, c'est la fraternité. C'est le regard bienveillant que nous portons les uns sur les autres. C'est le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est le fait d'accepter que quelqu'un puisse être différent. Et celui qui a tué Sarah Halimi, c'est celui qui refuse tout cela. C'est ceux qui, dans notre pays, mènent un combat contre nos valeurs. Et ce n'est qu'en étant unis, comme vous l'êtes aujourd'hui, que nous arriverons à faire front. Je remercie tous ceux qui sont venus ici, tous ceux qui vont parler, avec leurs différences, avec leur histoire, avec leur expérience, pour que demain, ceux qui s'attaquent à la République comprennent que nous sommes déterminés à la défendre. Merci d'être venus. Ce sursaut aujourd'hui ne doit pas s'arrêter. Il doit être le prélude de lendemain de combat. Et je suis sûr que, fort de votre enthousiasme, nous y arriverons. Je vous remercie pour la famille de Sarah Halimi, pour la justice et pour la République. Au nom de tous les avocats de l'organisation juive européenne qui portent ce combat depuis 4 ans maintenant, au nom également de Jonathan Béard et Franck Tapiro et Cyrielle Cohen qui n'ont pas démérité pendant ces 4 années également. Bonjour. Un immense merci à vous tous pour votre présence. Et je veux maintenant vous dire quelques mots. Vous tous qui êtes sur cette place, vous savez. Vous savez que Sarah Halimi était une citoyenne française qui toute sa vie, à vous les juges, à vous et à vous seuls, la charge de réviser le procès de Sarah Halimi et de lui rendre justice enfin. À vous les juges, de rendre enfin une justice digne, une justice sage, une justice intelligente, une justice humaine. À vous, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Garde des Sceaux, de tout mettre en œuvre pour que cela soit enfin possible. À nous tous présents ici nombreux, de continuer le combat pour que notre voix soit enfin entendue et qu'elle porte loin, qu'elle porte fort et qu'elle nous permette enfin d'obtenir justice pour Sarah Halimi. Ensemble, prenons les armes du droit et menons ce combat jusqu'au bout. Mercredi dernier, il y a 10 jours, un coup de tonnerre, un coup de massue. La Cour de cassation confirmait l'irresponsabilité pénale de l'assassin. C'était terrible. Et c'est bon. Maintenant, quelques heures plus tard, l'espoir a commencé à revenir. Et dès le lendemain, l'espoir grandissait. Une clameur venue du ciel montait. Sarah Halimi avait intercédé auprès d'Hachem, auprès du bon Dieu. On ne pouvait pas, il ne pouvait pas abandonner Sarah, ma sœur. Cette clameur est montée, et l'espoir est revenu. Et l'espoir,
c'est vous ici. Maintenant, à cette heure-ci, dans le monde, on dit justice en anglais, on dit justice en hollandais, on dit justice en italien, on dit justice en hébreu, on dit justice en québécois, on dit justice en anglais américain. Un miracle, le miracle de Sarah Halimi. Et votre présence ici est d'une extrême importance. Dans la nuit du 4 avril, l'obscurantisme a vaincu, a détruit des valeurs d'une noblesse extraordinaire. L'obscurantisme de M. Kobili Traoré a détruit, il a détruit la noblesse d'âme, il a détruit la grandeur, il a détruit l'honnêteté, il a détruit l'amour du prochain. Vous le savez, il a fait à ma sœur ce qu'un frère ne peut supporter de voir. Il a fait souffrir ma sœur comme c'est pas possible. Mais il a fait une première erreur. Kobili Traoré a fait une première erreur. Après l'avoir massacré à coups de poing, à coups de pied, à coups de téléphone dans l'appartement, ça ne lui a pas suffi. Il l'a traîné, tiré, pleine de sang. Il avait lui aussi les pieds pleins de sang. Et il a tiré jusqu'au balcon. Pourquoi a-t-il fait ça? Il pouvait finir ma sœur dans l'appartement. Pourquoi il l'a tiré jusqu'au balcon? Peut-être, malheureusement, c'était pour montrer aux voisins qui le regardaient ce que l'on faisait à Sarah, la juive. Ce qu'il voulait, c'était expulser de son immeuble, jeter aux yeux de ses voisins Sarah, la juive. C'est peut-être ce qu'il aura perdu. Je l'ai dit, je le répète, j'ai rencontré cette semaine un des témoins clés du massacre, polytraumatisé. Sa vie est en partie détruite parce qu'il a vu, détruite par la violence, l'extrême cruauté d'un individu qui n'avait plus rien d'humain à ce moment-là, ou plutôt qui considérait ma sœur, qui ne la considérait pas comme un être humain. Je m'excuse de dire à messieurs les magistrats que non, il n'a pas d'abord crié « j'ai tué le chétan ». Encore une imprécision. Quand il a fini de tuer ma sœur, il a crié « j'ai tué le chétan du quartier ». Ça veut dire beaucoup de choses. C'est une première indication. Ouais. 10 fois, pendant qu'il assassinait ma sœur, devant ses 20 témoins, devant ces 9 policiers qui cherchaient à trouver où était le problème, où était l'assassinat. Il a traité ma sœur, il a insulté ma sœur dans sa condition de femme. Je n'ose répéter ce qu'il a dit. Il criait « sale ». P-U-T-E. Il criait sale, S-A-L-O-P-E. Ce n'était pas un démon qu'il tuait, c'était une femme, c'était ma sœur.
Je n'ose imaginer les coups que ma sœur recevait. D'une violence inouïe, inouïe. Elle a reçu des centaines de coups sur le visage, elle a reçu des centaines de coups sur le corps. À la fin, ce n'était plus une femme qui criait, c'était un bébé. Et après, c'était un animal qui gémissait de douleur. L'erreur de M. Kobili Traoré, c'est d'avoir voulu montrer ce qu'il faisait à Sarah la juive. Et c'est la première erreur de Kobili Traoré. Et maintenant, bien sûr, dès que je relis, dès que je revis ces moments, je ne peux pas ne pas continuer le combat. Je ne peux pas laisser cet individu sans jugement. Ce n'est pas possible. Non. La deuxième erreur de M. Kobili Traoré, ça s'est produit à la cour d'appel. Nous ne savions rien de ce qui se passait, rien. Les informations étaient obscures. À la cour d'appel, nous découvrons M. Kobili Traoré. Changement de décor. En pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Un individu comme vous et moi. Et alors, d'ailleurs, les experts, le docteur Zagouri, excellent, et le docteur Bensoussan, légèrement moins bon, confirment que cet individu-là, dans l'état où il l'était, et qui vous affirme qu'il n'a pas de traitement il y a 1 an et demi, depuis des mois et des mois, qu'il n'a pas de soins, c'est la stupéfaction au niveau des experts. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence, c'est pas grave. Le docteur Zagouri se retourne vers un de nos avocats et il lui dit: nous avons gagné quand le docteur Bensoussan reconnaît qu'il s'est trompé dans toutes ses expertises. Il s'est trompé dans ses diagnostics. Il avait parlé de maladies mentales graves de type schizophrénique incurable et en fait, il reconnaît qu'il s'est trompé. On pensait à ce moment-là qu'on allait gagner. Une deuxième chose d'une extrême importance que dit M. Kobili Traoré. Il allait depuis 3 à 6 mois, 5 fois par jour à la mosquée salafiste Omar. On l'a découvert. Et j'ai demandé à mes avocats, mais pourquoi vous n'avez pas exigé de la juge d'instruction? Pourquoi vous n'avez pas exigé une enquête à la mosquée salafiste? Réponse de mes avocats incroyable, parce qu'on ne nous avait rien dit. On nous avait rien dit. Ensuite, un scénario, le scénario du marabout. On nous annonce qu'il était marabouté. Et Maître Melki s'adresse à lui et lui dit: mais comment s'appelait le marabout? Réponse de Kobili Traoré: mais non, ça n'était pas un marabout, c'est un fidèle de la mosquée. Toutes ces conclusions, tout ce qui a été dit dans cette cour d'appel, qui était d'une importance capitale, n'a pas été pris en compte par les magistrats de la cour d'appel. Ça nous a été bien utile. Et pire que ça, malheureusement, la greffière qui avait marqué toute la journée, qui avait écrit toute la journée, ce qu'on peut appeler, excusez-moi de vous le dire, un mini-procès ou un simulacre de procès, ça n'a jamais pu nous être transféré à nos avocats. Et donc on ne peut pas s'en servir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait 50 personnes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des journalistes, mais on ne peut pas l'utiliser. Alors oui, deuxième information extrêmement importante, Kobili Traoré était un familier de la mosquée salafiste Omar. Alors d'ailleurs, une information, la dernière nuit avant l'assassinat de ma sœur, il a été 5 fois à la mosquée salafiste Omar
Et il y est resté jusqu'à 10 heures du soir. Qu'est-ce qu'il faisait à 10 heures du soir à la mosquée salafiste? Prière. Qu'est-ce qu'il faisait? La troisième erreur de M. Kobili Traoré, c'est d'avoir cru que c'était fini, qu'il allait gagner. Et la troisième erreur, c'est son compte Facebook. Son compte Facebook, dans son compte Facebook, première stupéfaction de ma part. Avant l'assassinat, c'était pas sa photo, il se faisait appeler Boubacar Fofana. Stupéfaction. Et l'erreur de M. Kobili Traoré, c'est d'avoir réouvert en juillet 2020 un nouveau compte Facebook à l'hôpital en soi-disant hospitalisation sous contrainte. Et là, il a mis sa photo. Et là, il a mis la photo de ses amis qui viennent le voir par 5, par 10, en pleine forme. Une photo prise dans le parc de l'hôpital de Saint-Maurice. Première constatation, il est en pleine forme. Deuxième constatation, ses amis ne le considèrent ni comme un malade, ni comme un assassin. Ces mêmes amis qui, et qu'on a reconnu, qui 4 jours après la marche blanche organisée par M. Joël Mergui, écrivaient des posts comme « C'est dommage qu'on n'était pas là, on les aurait tous filmés, ces fils de chiens ». 4 jours après l'assassinat de ma sœur, des posts de cet antisémitisme-là, on en a recueilli beaucoup, beaucoup. Dites-moi qui sont vos amis, je vous dirai qui vous êtes. Bravo, merci William. Non, j'ai terminé. Maintenant, je vais vous annoncer une nouvelle avant de passer la parole, avant que Jonathan Béard se mette en colère. Les portes... Jamais avec toi, William. Les portes s'ouvrent, les cœurs s'ouvrent. Et nous avons appris vendredi une nouvelle d'une extrême importance. Un témoin clé, capital, a contacté Jonathan Halimi, qui est dans la foule et que j'attends, mon neveu. Ce témoin clé, capital, est une puéricultrice qui travaillait avec ma sœur. Et cette puéricultrice nous dit dans une vidéo, et elle témoignera, Kobili Traoré et ses 2 sœurs, depuis des années, traitaient Sarah Halimi de sale juive. Ce n'est plus la famille Halimi ou Attal qui déclare ça au juge et pour lequel on ne le croit pas. Nous commençons à avoir des témoins. Il y a un deuxième témoin énorme et extrêmement important, polytraumatisé, et qui nous dit, quand j'ai croisé le regard de Kobili Traoré, il m'a terrorisé. Alors oui, Kobili Traoré, c'est un salafiste, islamiste, d'un antisémitisme virulent. Voilà ce que c'est Kobili Traoré. On est très loin de ce qu'ont écrit, de ce qu'ont écrit les experts. On est très loin. Les experts parlent dans leur rapport d'un préjugé antisémite. On est très loin de ça. On est dans un antisémitisme virulent. C'est le même antisémitisme qui a massacré Madame Mireille Knoll. C'est le même antisémitisme qui a torturé pendant 3 semaines Ilan Halimi. Je vais avoir l'occasion de vous raconter d'autres éléments. Je passe la parole à Jonathan Béard avant que... Merci. J'ai un assassin qui tue froidement, qui tue bêtement, comme ça, qui a fumé un petit joint et qui nous rase.
de procès. Où est le droit? Où est le droit? Où est le droit? Ça fait 2 fois qu'on t'a cassé, puis humilié. On a le droit de demander qu'on change la loi. Dis de là-haut, c'est pas très beau. Si on fait ça, c'est pas pour toi. Nous citoyens, juifs ou chrétiens, athées ou musulmans, on a le droit d'aimer vraiment une France qui aime tous ses enfants. Et vous avez entendu, mais je vais les répéter. Je veux répéter le nom de ces victimes juives, ces victimes de l'antisémitisme. Sébastien Selam, Ilan Halimi, Yonatan Arié et Gabriel Sandler, Myriam Monsonego, Yoav Attab, Johan Cohen, François-Michel Saada, Philippe Braham, Sarah Halimi et Mireille Knoll. Dans cette trop longue litanie de noms et de visages de victimes du terrorisme antisémite, chaque destin est un destin singulier. Chaque vie brisée est une injonction au souvenir. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant arraché à la vie est un appel à tirer collectivement les leçons de l'histoire. Et pourtant, il est une victime pour laquelle ce travail de mémoire ne peut se faire, c'est Sarah Halimi. Pourtant, Sarah Halimi a été torturée, massacrée parce qu'elle était juive, pas parce qu'elle se trouvait sur le chemin du tueur. Sarah Halimi n'a pas été défenestrée parce qu'elle avait de l'argent. Non, Sarah Halimi a été bestialement assassinée parce qu'elle était juive et pour cette unique raison. Sarah Halimi a été la victime d'un crime antisémite. Mais je voudrais d'abord souligner la présence de son Excellence ambassadeur d'Israël, M. Daniel Saada. Chers amis, je redoutais ce moment, je redoutais cette prise de parole nécessaire. Pourtant, j'ai eu déjà la responsabilité d'exprimer ce que vous ressentiez au lendemain de l'assassinat d'Ilan Halimi, puis de la tuerie de Toulouse, de l'hypercacher, de Sarah Halimi, de Mireille Knoll. À chaque fois, dans la détresse et la douleur, j'ai cherché à répondre au malaise grandissant des Français juifs, à leur interrogation légitime sur notre avenir. J'ai cherché à chaque moment des raisons d'espérer et de vous rassurer. Quand je dis vous, je parle des Français juifs et des Français non juifs, car tout le monde a, j'espère, enfin compris que nos sorts sont définitivement liés face au fléau islamiste. J'ai dit et répété que tant que l'État, son gouvernement, sa police, sa justice nous protégeaient, nous devions résister et continuer à croire et à construire notre avenir. Alors voilà pourquoi je redoutais ce moment. Aujourd'hui, puis-je encore dire la même chose après cette décision de justice qui nous fragilise, ce signal catastrophique envoyé aux criminels et au monde entier? Je comprends les doutes et les interrogations et je les partage. Je ne sais même plus si j'ai envie de rassurer ou de crier ma colère. Oui, de crier votre colère. Donc, aujourd'hui, en
en pleine guerre contre l'islamisme. Il n'y aura pas de procès pour un islamiste qui assassine une grand-mère française. Parce que l'on ne peut pas juger un soi-disant fou qui assassine une grand-mère juive. Pas assez fou pour choisir avec préméditation sa voisine juive, mais juste assez fou pour échapper à la justice. Le seul procès d'un assassin islamiste antisémite qui pouvait avoir lieu est donc interdit. Vous m'avez souvent entendu me poser la question, à quel moment de l'histoire sommes-nous? Je peux répondre malheureusement aujourd'hui, nous sommes à un tournant grave, une décision qui fera date, une tache noire dans la confiance des Français juifs en notre pays. Supporter l'antisémitisme, supporter la haine d'Israël, supporter les assassinats, c'était un véritable défi que notre histoire nous a appris à relever. Mais supporter ce déni de justice sur un assassin islamiste reconnu antisémite est impossible. Je le dis bien, impossible pour le responsable que je suis, pour le juif, pour le simple citoyen, pour le médecin. Le président a promis une loi et nous l'en remercions. Elle ne pourra cependant être rétroactive. La maire de Paris nommera certainement un lieu et nous l'en remercierons. Mais combien de rues? Je serai apaisé et je reprendrai mes raisons d'espérer que si on nous propose des moyens d'effacer cette tache noire sur notre justice, si on trouve les moyens que l'assassin soit jugé, un indispensable procès pour donner l'exemple d'une justice exemplaire et ne pas devenir un contre-exemple de justice. Merci à tous nos amis présents aujourd'hui dans leur diversité. Vous nous rassurez. Donnez-nous aussi des raisons d'espérer en partageant nos peines, comme aujourd'hui, mais aussi en encourageant nos projets de vie. Merci. Merci Joël. Au-delà de l'incompréhension, de la déception, de l'amertume, cette décision est un choc. Oui, cet arrêt semble comme un coup de tonnerre dans un ciel très sombre. La Cour de cassation a fait une application stricte de la loi. On aurait pu espérer qu'elle fasse autrement, vu le contexte et les conséquences invraisemblables qu'entraîne sa décision. Depuis le début de l'instruction jusqu'à l'arrêt qui vient d'être rendu, cette affaire provoque un sentiment de perte de confiance. À tort ou à raison, cette décision de la Cour de cassation est ressentie par beaucoup comme un coup porté aux efforts des pouvoirs publics depuis tant d'années dans la lutte contre l'antisémitisme. Je suis avocat. Ce métier, je l'ai choisi parce que j'aime que soit rendue justice. J'aime que les lois soient les garantes de la sécurité de chaque citoyen, quel que soit son genre, son âge, sa religion. Lorsqu'elles ne le sont plus, il faut sans attendre les changer. Si tel avait été le cas, sans doute qu'aujourd'hui, l'assassin de Sarah Halimi pourrait être jugé. Alors, après la colère, qui est légitime, il y a l'espoir. L'espoir, c'est vous. L'espoir, ce sont les représentants des autres cultes, catholiques, chrétiens, musulmans, athées, agnostiques, tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et l'espoir, ce sont ces propositions de loi venues il y a bien longtemps du Sénat, venues il y a quelques jours de l'Assemblée nationale et venues ce matin du gouvernement à l'initiative du président de la République. Alors oui, gardons espoir, mais nous sommes le peuple de la mémoire et de l'espoir. N'oublions jamais Sarah Halimi et ayons espoir en la nouvelle loi Sarah Halimi. Je vous remercie. Merci Ariel, merci Maître Lemal. Grand rabbin Rani Corsia. Grand rabbin Rani Corsia. Président des protestants, Monseigneur Thibaut Verny, évêque, Père Christophe Lesourd, Monsieur Anthony Boussemar, président des bouddhistes. Merci à tous de votre présence. L'imam Djeloul Bouzidi,
l'imam Youssef Ayyash de la Grande Mosquée de Paris. Monsieur Mohamed Moussaoui, président du CFCM. Non, s'il vous plaît. Merci à tous de votre présence. L'imam Chagoumi. Thomas Maximos Pafilis, représentant de l'Église orthodoxe. Et monsieur Michel Guggenheim, grand rabbin de Paris. Je vous remercie. וגאולה וסליחה ורפרה ורבע והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. יעשה שלום במרומיו וברחמיו ויעשה שלום עלינו על כל עמו ישראל ואמרו amen. Et merci de nous donner à tous une grande leçon d'espérance. Je vous demande d'applaudir très fort. Merci de votre présence. Chacun d'entre vous représenté. Sarah Halimi a été assassinée en raison de sa religion. C'était il y a 4 ans et notre colère est toujours intacte. L'antisémitisme est un venin puissant. Il prend différentes formes, différents visages. Il avance parfois masqué, parfois visage découvert. Et il est toujours violent. Personne ne peut l'accepter. Je le dis en tant qu'élu d'une république laïque, indivisible, qui doit protéger les citoyens de toutes les confessions. Je le dis en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, fier d'avoir renforcé la sécurité des synagogues, fier d'avoir dissous des groupuscules antisémites violents et d'avoir aidé à ce que la nation condamne ceux qui dévoient un concept et font de l'antisionisme le prête-nom de leur antisémitisme. Je le dis enfin, et peut-être surtout, en tant que citoyen à qui l'antisémitisme provoque une réaction épidermique et qui se bat depuis toujours contre lui. Malheureusement, et l'assassinat de Sarah Halimi nous le rappelle, ce combat reste d'actualité. Alors, nous ne baisserons pas la garde, nous ne renoncerons pas, nous ne cesserons jamais de combattre les préjugés, de combattre les agressions du quotidien, de combattre les paroles, les théories absurdes qui mènent au pire. Cela débute par des préjugés. Cela peut se terminer en meurtre. Quel citoyen accepterait cela pour ses proches, pour les habitants de notre nation? Éducation, sécurité, justice sont les 3 piliers de la lutte contre l'ignorance crasse, contre la violence, contre le terrorisme. Ce sont les piliers de notre état de droit. Ces derniers jours, justement, le droit a été dit, mais nous gardons tous le sentiment que la justice n'a pas été rendue. Pour qu'une société tienne debout, qu'elle grandisse et qu'elle s'épanouisse, elle doit avoir une justice intelligible, sourde aux passions, dure envers les criminels, responsable devant les citoyens. Le juge ne peut pas distinguer là où le législateur ne l'a pas fait. Ce doute, ce trou noir judiciaire ne peut perdurer. Et c'est justement pourquoi nous allons changer la loi. Je le dis clairement, l'irresponsabilité pénale a sa place dans notre droit. Je suis parfaitement opposé à l'idée de juger un fou. Les fous, les personnes qui ne contrôlent pas leur volonté, qui n'ont pas de discernement, doivent être soignées, suivies, internées. Mais ce n'est pas la question qui se pose aujourd'hui. C'est un homme qui a pris de la drogue en toute conscience et qui a assassiné une femme parce qu'elle était juive. C'est en tant que citoyen et législateur que je le dis. Si un homme pleinement conscient a causé sa propre folie, il ne devrait pas être irresponsable. Il serait trop facile de se réfugier derrière les effets des drogues pour fuir ses responsabilités. Il serait trop simple de consommer une drogue et, mu par un antisémisme bien ancré, d'aller tuer une femme juive sans que la responsabilité de l'auteur ne puisse être interrogée. Le président de la République l'a exprimé avec force. Il nous faut agir. L'état actuel du droit
droit crée des situations humaines auxquelles il est nécessaire de répondre. Nous le ferons avec ordre. Nous le ferons avec la justice au cœur et loin des déclarations à l'emporte-pièce des spécialistes des solutions toutes faites. On écrit le droit pour lutter contre l'injustice. Mais la colère peut être un saint moteur. Elle ne peut pas guider la plume de ceux qui rédigent des principes qui auront vocation à s'appliquer pour des décennies à venir. Mais je vous le dis, en lien étroit avec le garde des Sceaux, avec qui j'ai échangé hier encore, la majorité va modifier la loi. Une loi sur le discernement pénal est en préparation. Et à la demande du président de la République, nous avançons vite. Cette loi sera présentée en Conseil des ministres avant la fin du mois de mai. Et le travail parlementaire devra permettre son vote avant l'été. Nous avançons sereinement et efficacement. Avançons ensemble. Avançons pour punir les criminels haineux. Le président de la République a exprimé une volonté claire. Le cap est fixé. Et je vous le dis, au nom des députés du groupe que je préside, au nom, je pense aussi, d'une grande partie de la représentation nationale. Avec le garde des Sceaux, un travail est engagé et il aboutira. Chers amis, Sarah Halimi a été la victime de l'antisémitisme, peut-être aussi d'un droit incomplet qui donne ce sentiment d'injustice. Nous allons le changer. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous. Notre détermination à combattre la haine est plus forte que jamais. Merci. Merci, M. Christophe. Amir, allez-y. Michel Bougelin, avancez. Patrick, vous voulez dire un petit mot? En 1990, j'étais présent à la manifestation contre la profanation des tombes du cimetière juif de Carpentras. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là, de toute confession, et avec beaucoup de banderoles, avec marqué « Plus jamais ça », comme à chaque fois. Où en sommes-nous? Ce jour-là, un journaliste a tendu son micro vers moi et m'a demandé si je me sentais menacé en tant que juif. Je lui ai répondu que je me sentais menacé en tant qu'enfant de la République et qu'il devrait l'être tout autant que moi. Au-delà de ce nouvel acte résolument antisémite qui a révulsé la France entière, je suis ici comme citoyen pour défendre un État laïque et républicain. Et je ne connais pas un individu, quelle que soit sa religion, qui, si sa mère était rouée de coups et defenestrée, n'exigerait pas que le criminel soit puni par la loi. On appelle très fort, merci Patrick. Je pensais qu'il était suffisant d'être présent, mais je me rends compte que non, c'est pas suffisant d'être présent. Et c'est pas, comme disait Patrick, à chaque fois on dit plus jamais ça et puis ça recommence. Aujourd'hui je suis révolté, je suis en colère, je suis triste. Je voudrais dire aussi que, bien entendu, qu'il s'agit d'un crime antisémite. Et c'est la cause aggravante de ce crime, mais attention au piège. Attention à ce piège qui enferme cette chose dans un crime uniquement antisémite. La prochaine Sarah Halimi sera peut-être chrétienne, musulmane, noire. Et on sera aussi dans la rue, parce que c'est ça qui nous définit et c'est ça qui nous détermine. J'ai lu avec beaucoup de colère les interventions de magistrats envers Arthur, avec beaucoup de condescendance, beaucoup de prétention, avec un manque d'humanité et de compassion. De renvoyer les gens au fait qu'ils ne connaissent pas les lois, ça ne suffit pas. On n'a pas besoin de connaître les lois pour être en colère, pour être outré, pour être scandalisé que dans un pays comme la France aujourd'hui, on ne juge pas un homme qui a tué de manière préméditée, intentionnelle, une femme. Parce qu'elle était juive, parce qu'elle était femme. D'ailleurs, les féministes aussi, on a besoin de vous aujourd'hui.
Voilà, je suis là pour tout ça. Je suis en colère et j'espère que des mesures seront prises pour que cet homme soit jugé, pour prévenir aussi tout ce qui adviendra, je l'espère pas bien entendu, dans les années prochaines, et pour que nos enfants, mes 2 garçons, ne me reprochent jamais de n'avoir rien fait. Aujourd'hui, je suis là aussi pour eux. Je suis père de famille et j'ai été extrêmement choqué par ce qui est arrivé à Sarah Halimi. Ça aurait pu arriver à ma mère, à ma tante, à ma sœur, à ma voisine, à n'importe qui, qu'elle soit juive ou pas. C'est scandaleux ce qui s'est passé. Même si cet acte odieux et antisémite nous a meurtris, n'oublions pas que la justice, elle est pour nous citoyens. Nous sommes français avant tout et c'est important qu'elle change cette justice, qu'elle s'améliore cette loi. Alors pendant qu'on faisait cette manifestation, pendant ce grand rassemblement, le garde des Sceaux a annoncé qu'il allait la changer, qu'il allait proposer des mesures au prochain Conseil des ministres et nous en sommes ravis. Moi je demanderais juste qu'une seule chose, que pour rendre justice à Sarah Halimi, cette loi porte son nom. La loi Sarah Halimi, pour qu'on n'oublie jamais. Ça fait plaisir de vous voir tous aussi nombreux, ça fait plaisir de voir tous ces visages, juifs, non juifs, on s'en fout. Le plus important, c'est que tous les citoyens se soient mobilisés. Et peut-être qu'elle nous regarde de là-haut, et j'espère qu'elle est fière de vous, fière de nous tous, parce que grâce à elle, les choses, je l'espère, vont changer, et qu'on ne va pas se retrouver encore dans 3 ans à la énième manifestation contre des crimes odieux commis contre les juifs. Voilà, je vous aime très fort. On est là. Vous savez, hier, avant-hier et les jours qui ont passé, j'avais honte de mon pays. J'avais honte de cette décision. Mais ce soir, surtout aujourd'hui, quand je vous vois, quand je vois des Noirs, des musulmans, des chrétiens, des juifs, ensemble réunis, là je suis fier. Là je suis fier. Là je suis fier d'être ici, d'être avec vous. Vous savez, en ce mois saint pour les musulmans que je suis, aujourd'hui j'ai faim et j'ai soif de justice. Sarah Halimi, c'était ma sœur, ma tante, ma mère, c'était un membre de ma famille. Et je m'en moque de sa religion, je m'en moque de sa différence, parce que moi je vois ce qui nous rassemble. Et aujourd'hui, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de donner justice. Parce que pour une fois qu'un de ces lâches est encore en vie et ne s'est pas suicidé lâchement, comme la plupart de leurs actes, on doit le juger. J'ai pas honte de dire que moi je vous aime. Que moi je vous aime profondément. Et que c'est pas vrai. C'est pas vrai ce qu'ils essayent de vous faire croire. Qu'on est tous divisés. Non, non. La France c'est liberté, égalité, fraternité. Et aujourd'hui on l'a prouvé. Alors que nos gestes ne servent pas à rien, que Sarah Halimi vive en chacun d'entre nous, qu'on n'oublie jamais. Parce que Sarah, ça signifie le S de solidarité, le A de amour, le R de rassemblement, le A encore une fois d'amour et le H de histoire. Alors seul on va vite, mais ensemble on va plus loin et allons écrire l'histoire. Justice pour Sarah Halimi. Merci à vous. On m'a demandé tout à l'heure plusieurs fois pourquoi j'étais là. J'ai souvent répondu que le problème de l'antisémitisme, c'était le problème des antisémites. C'est vrai. Il y avait plein d'amis à moi ce matin qui me disaient « Mais tu vas aller à la manif ou pas ? Encore une manif, à quoi ça sert ?» Mais quand je vois tout ce qui se passe depuis tout à l'heure, quand je vous vois vous, quand je sens qu'il y a une vraie émotion et une vraie volonté forte, alors je suis content d'être là aujourd'hui avec vous, après tant de manifestations, après tant d'années. Il faut toujours être là, même si parfois on peut penser que ça sert à rien. Il faut être là, il faut montrer qu'on est là, il faut montrer qu'on est vivant, il faut montrer qu'on ne se laissera pas faire. Même si la vérité, il y a des moments où on est fatigué. Je vous embrasse tous. Michel Ouf. Il y a environ 20 ans, pour la première fois, j'ai été à Auschwitz. Et l'impensable était devant mes yeux.
C'était un moment d'une douleur extrême, avec cette notion de passé. C'était hier. Et au cours de ce voyage, le grand rabbin de France a pris la parole et nous a dit, quand on est ici, sur ce lieu de mort, on a envie de se taire, on a envie de se recueillir, mais il faut parler, et encore parler, et encore parler. Et l'année dernière, en janvier dernier, à l'occasion du voyage du président de la République en Israël, nous avons été une poignée à nous rendre à Givat Shaul. Et là, c'est devenu, quelque chose de si fort, de si profond. Nous recueillir de tombe en tombe en partant d'Ilan Halimi. Ilan Halimi 2006, on a tiré la sonnette d'alarme. On nous a dit, ça ira, c'est pas grave, c'est juste un épiphénomène. Et puis ça a continué. Toulouse, Hyper Cacher et Sarah Halimi. Et aujourd'hui, j'ai envie de penser à cette femme, à cette mère, à cette sœur, à cette grand-mère. C'est la nôtre, celle qu'on a connue, celle qu'on connaît, et d'imaginer son calvaire cette nuit-là, assassinée comme elle l'a été, avec la police présente. Et ça aussi, il faudra qu'un jour on nous explique pourquoi la police était là, pendant 1 heure de temps. Sarah Halimi est restée 20 minutes au milieu de la cour, personne n'est intervenu. Ça aussi, il faudrait qu'on nous le dise. Les avocats ont demandé au nom de la famille qu'il y ait une reconstitution. Cela aussi, ça a été refusé. On ne sait pas ce qui a été dit dans le téléphone que cet assassin a eu avec la police. On ne sait rien, on ne sait pas grand-chose. Sauf qu'il a fumé du cannabis, sauf qu'il n'était pas en état de discernement. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'était pas addict au cannabis. Il était surtout addict à l'antisémitisme. Il faut se souvenir que ce jour-là, il a quitté la mosquée de la rue Jean-Pierre Timbaud avant d'accomplir ce crime abject. C'est tout cela dont il faut se souvenir. Et aujourd'hui, je vous le dis franchement, en tant que Français, en tant que citoyen, j'ai honte. J'ai honte parce que la justice s'est passée à côté d'un procès exemplaire. J'ai honte parce qu'on est en guerre. Cette guerre, elle est terrible, et notre seule arme à nous, citoyens de ce pays, c'est la justice. La justice qui doit rendre des comptes, la justice qui doit condamner pour nous protéger. Et cet homme ne sera jamais condamné. Et comment va-t-on être protégé? Une grande prière pour Sarah Halimi. Merci mes amis. Merci. Parce que juive, qu'avec ce non-jugement, la justice et ses soi-disant experts s'est déshonorée. C'est une blessure faite au peuple juif et une blessure faite au peuple français tout entier, qui est un peuple épris de justice et épris de fraternité. C'est une blessure qui ne se refermera pas de sitôt. Comment ces gens qui ont pris cette décision peuvent-ils encore dormir? Comment peuvent-ils encore se regarder en face? Non, mais vous comprenez, c'est parce qu'il avait fumé, il n'était pas dans son... Comment? Il avait... Ah mais je savais pas, on a le droit de tuer quand on est... Ah d'accord. C'est une des pires erreurs judiciaires que la France ait connue. Et c'est une honte qui ne s'effacera jamais. Oui, aujourd'hui nous sommes réunis et nous sommes tous Sarah Halimi et nous sommes tous sa famille. Et je prie pour que nous n'ayons pas à connaître de nouveau cette horreur et ces injustices pareilles. Merci d'être là. À quel point cet antisémitisme, qui a été leur douleur, qui a été la mienne,
est à nouveau présent aujourd'hui, il serait triste, éminemment triste. Et c'est vrai qu'on a eu cette douleur par rapport à l'État français qui a déporté ces Juifs. L'État français a reconnu ses fautes. Mais aujourd'hui, on sent bien, on sait tous qu'il y a un déni de justice. La preuve, Dupond-Moretti a annoncé qu'il y aurait une autre loi. C'est la preuve que cette loi qui a fait en sorte que ce monstre ne soit pas jugé est une mauvaise loi et on doit accepter cette mauvaise loi? Non, nous ne pouvons pas accepter. C'est impossible parce que tout le monde sait que c'est un assassin, que c'est un monstre et que sa bouffée délirante n'est qu'un alibi. L'année dernière, Jonathan avait aussi voulu réunir beaucoup de monde à la République. On n'était pas très nombreux. Cette année, on est beaucoup plus nombreux. C'est formidable de voir autant de monde. Je suis fier d'être à nouveau là parce que c'est un combat qui ne finit pas. Et comme l'affaire Dreyfus, il faut continuer à se battre parce que même si elle a pris des années, des années et des années, on a réussi à ce moment-là à avoir une révision du procès Dreyfus. Eh bien, il faut continuer à se battre pour la mémoire de Sarah Halimi. Merci beaucoup, Patrick. Je ne parle pas seulement de l'inhumanité du crime. Je ne parle pas seulement de ce beau visage de Sarah Halimi, torturée, martyrisée, outragée et défenestrée et assassinée. Je parle de l'inhumanité des juges à qui il a fallu des mois et même 2 années ou presque avant d'admettre le caractère antisémite de ce crime. Je pense à l'inhumanité du droit français tel qu'il est écrit aujourd'hui. Inhumanité de la lettre du droit qui ne permet pas de nommer ce crime atroce, cet outrage. Je pense à l'inhumanité des juges de la Cour de cassation qui, confrontés à la responsabilité d'avoir une interprétation restrictive ou généreuse de la loi, ont choisi la solution la plus restrictive, la plus frileuse et la plus infâme et la plus inhumaine. Je pense, mes chers amis, à l'inhumanité de tant de commentateurs dont la première réaction a été pour dire qu'il fallait respecter les décisions de justice, qu'une décision de justice était par définition sans appel. Il y avait là, face à cette atroce inhumanité, face au corps de Madame Halimi martyrisé comme celui de Rabbi Akiba sous le râteau de ces tortionnaires, quelque chose d'horrible dans cet appel à l'apaisement que l'on a senti partout. Je pense que dans cette séquence, les mots que nous employons tous les jours ont perdu leur sens ou sont en train de perdre leur sens et deviennent inhumains. Responsabilité, culpabilité, bouffée délirante, distinction entre la bouffée venue de ceci et la bouffée venue de cela. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut plus rien dire. Et quand les mots ne veulent plus rien dire, cela
ça veut dire un pas de plus tragique vers l'inhumanité. Ça veut dire que le sol se dérobe sous nos pas, à tous, qui que nous soyons. Le meurtre de Madame Halimi a fait... C'est étrange le destin de cette petite dame modeste qui honorait Dieu avec sa gentille piété. Elle, son meurtre a provoqué un immense désordre dans la République française. Un vacillement. Le sol se dérobe sous ses pas. Face à cela, il y a, me semble-t-il, mes chers amis, deux choses à faire. D'abord, Sarah Halimi, c'est ce visage très beau que j'ai en face de moi et que j'ai à l'instant sur mon cœur, au revers de mon veston, et que je suis fier d'avoir ici. Je porte peu de médailles. Je suis fier de porter cette médaille de cette dame qui ressemble à mes tantes, cette dame qui ressemble aux dames de ma famille et de la famille de quelques-unes et de quelques-uns d'entre vous. Il faut lui conserver son visage, son nom, et il faut honorer ce nom et ce visage comme nous le faisons aujourd'hui et comme j'espère nous continuerons de le faire. Mais il faut aussi que le visage de Sarah Halimi devienne un symbole. C'est souvent le destin des Juifs. Ce qui leur arrive est parfois le signal de quelque chose de plus redoutable encore qui se passe dans les sociétés. À partir d'aujourd'hui, il y a en France une affaire Halimi. Et tant que cette affaire Halimi ne sera pas pensée, je pense que la France ira mal. Il y a deux manières de penser ce qui doit devenir à partir d'aujourd'hui l'affaire Halimi. D'abord, la loi, en effet, qu'a annoncé le ministre aujourd'hui et dont j'ai proposé la semaine dernière, c'est la moindre des choses. Pas qu'elle soit l'appendice d'une loi générale pour rendre la justice plus proche des Français. Non, cette loi, j'ai proposé, j'ai souhaité, j'ai fait savoir qu'elle devait porter le nom de Madame Halimi. C'est une grande invention des révolutionnaires français, des premiers républicains, que de donner dans certains cas le nom d'une personne illustre ou dont le destin a été suffisamment dramatique pour que cette loi soit marquée de son sceau, son nom. Et puis, je pense que le procès de M. Traoré doit être révisé. Il n'est pas vrai que toutes les ressources judiciaires aient été épuisées. Il y a des cas dans l'histoire du dernier siècle français, pas nombreux. Il y faut des conditions particulières et très strictes, mais il y a eu des cas de révision de procès. Lorsqu'un élément nouveau apparaît, qui n'a pas été pris en compte par les instructions précédentes, qui est de nature à faire vaciller ou changer la conscience des juges, alors il est arrivé des dizaines de fois au XXe siècle, au terme d'un processus complexe mais absolument codifié, que la loi soit révisée. Il faut des appels à témoins.
Il faut que l'on en sache davantage sur les motivations de l'homme qui sortira probablement bien avant les 20 ans de peine de sûreté de son hôpital psychiatrique. Il faut que tous les éléments possibles soient rassemblés. Il faut que, autour de la famille de Sarah Halimi, autour des organisateurs de cette belle manifestation d'aujourd'hui, un comité pour la révision du procès de Traoré s'ouvre et se mette au travail. Ça ne ressuscitera pas Sarah Halimi. Contrairement à un autre Français à qui la plus élémentaire justice a été déniée, elle n'est pas, elle, à l'île du diable, elle est dans le sein d'Abraham, mais là où elle est, si un jour ce procès venait à être révisé, si un jour, même de manière posthume, la justice venait à être dite, alors il me semble que Madame Halimi, là où elle se trouve, serait heureuse. N'oublions pas que dans la pensée juive, le jour commence toujours avec le soir. Nous y sommes. Merci. Merci. Mauvais bougre. Ils disent que c'est dommage, mais les magistrats ne pouvaient pas rendre un autre jugement que celui qu'ils ont rendu parce que c'est le droit positif français. C'est faux. Ils pouvaient parfaitement rendre un autre jugement pour 3 raisons qui n'ont pas été indiquées, mais je voudrais vous indiquer très brièvement. La première raison, c'est que les experts psychiatres n'étaient pas d'accord entre eux, ils n'étaient pas unanimes. Deuxièmement, les magistrats sont souverains. En toute hypothèse, ils ne sont pas obligés de suivre l'avis des psychiatres. Et troisièmement, les magistrats se sont lancés dans une argumentation que je trouve parfaitement absurde. Écoutez bien, elle consistait à dire, et j'ai regardé les choses de près, que l'assassin de Sarah Halimi ne pourrait pas savoir qu'il allait développer une bouffée délirante parce que, consommateur régulier de cannabis, il n'en avait jamais développé auparavant. Attendez, ce serait à pleurer de rire si c'était pas tragique. Quand vous fumez un pétard ou que vous avalez une bouteille de whisky, vous savez bien que ça peut altérer le jugement. C'est précisément pour ça qu'on le fait et c'est précisément pour ça que c'est interdit par la loi. Ma deuxième remarque, pardon de le dire, c'est qu'il y a un contexte. Et nier ce contexte est absurde. C'est plus qu'absurde, c'est indigne. Toutes les enquêtes montrent que depuis les années 2000, et notamment une enquête qui a été menée par la Fondation pour l'innovation politique, montre que les crimes antisémites de sang, les meurtres, les violences physiques ne sont plus majoritairement le fait de l'extrême droite, pas même le fait de l'islamo-gauchisme, de l'extrême gauche, bien que malheureusement la montée de l'antisémitisme soit présente dans ce courant, mais pratiquement tous les crimes de sang, toutes les violences physiques sont le fait du fondamentalisme islamique. Ne pas le dire, c'est simplement être complice de cette réalité. On n'a pas le droit, et ça n'est pas anecdotique. Et le troisième point, puis je m'arrêterai là, je vais être bref, c'est que, contrairement à ce que je lis parfois sur la toile, je ne suis pas juif. Je vais vous faire un aveu, personne n'est parfait, je ne suis pas juif. Eh bien, la seule lueur d'espoir dans cette affaire qui est atroce, vraiment atroce, et je ne vais pas revenir sur les faits, on les a tous en tête. La seule petite lueur d'espoir, c'est que justement aujourd'hui, et pas seulement ici, contrairement à ce qu'a dit bêtement un de nos écologistes, dont je tairai le nom par charité, c'est pas simplement la communauté juive qui est meurtrie. Quand un juif est assassiné parce qu'il est juif, c'est l'humanité entière qui est atteinte. En tout cas, elle devrait l'être. Et donc, en tant que modeste goy, je revendique le droit absolu d'être aussi meurtri que les membres de la communauté juive qui sont ici présents et qui, fort heureusement, ne sont pas les seuls. Merci à vous et merci de m'avoir écouté. En fait, je suis venu vous dire 3 choses très rapidement. La première, c'est que l'antisémitisme n'est pas soluble dans la folie. Si fou soit-il, l'assassin de Madame Halimi est d'abord antisémite. Et ça n'est pas la drogue qui rend antisémite, ni la bouffée délirante, non.
Ce qui rend antisémite, pardon de le dire, ce qui rend antisémite, c'est l'environnement. L'assassin a vécu dans un environnement où on lui a appris à détester les juifs, à en faire des diables et à considérer que leur disparition était un bienfait. Il n'ignorait rien de la religion de sa victime. C'était sa voisine, la propre sœur de l'assassin, l'avait accueilli un jour en crachant par terre, au cri de sale juive. Alors peut-être que l'assassin est fou. Quand vous tuez des juifs, vous êtes fou. Peut-être que l'assassin est fou. Mais alors sa folie n'est que le reflet de la haine où il a grandi. L'islamisme et l'antisémitisme frénétique qui gangrènent certains lieux de la République sont les assassins de Madame Halimi, et ceux-là, les vrais coupables, ils courent pendant qu'on pleure. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que il est insupportable et épuisant d'entendre dire à longueur de journée que les tueurs de femmes juives sont d'abord fous, que les agresseurs de juifs dans la rue sont d'abord déséquilibrés, ou que les tueurs de Charlie Hebdo ont d'abord eu une enfance difficile. Dire ça, c'est esquiver la réalité dans ce qu'elle a de pire. Dire ça, c'est esquiver la haine. Dire ça, c'est pratiquer le déni. Et le déni tue, lui aussi. Alors il faut remettre les choses à l'ordre. Quand on tue des juifs, on est d'abord antisémite et après on est fou. Et enfin, contrairement à ce que disent certains élus, ce crime n'est pas seulement l'affaire de la communauté juive, mais bien l'affaire de la communauté nationale. Et la communauté nationale n'est pas une addition de chapelles, plus ou moins concernées selon la catastrophe. Ce crime n'est pas seulement le drame des Juifs, c'est le drame de la République, c'est la tragédie de la France. Sartre termine ses réflexions sur la question juive par cette phrase qu'on est nombreux à connaître. Écoutez ça. Pas un Français ne sera en sécurité tant qu'un Juif en France et dans le monde entier pourra craindre pour sa vie. Merci. Question de majorité ou d'opposition, il ne sera question que de la France et je soutiendrai l'adoption d'un tel texte. Je suis ici en français pour dire que le combat contre l'antisémitisme est le nôtre. C'est celui de toute la nation. C'est un combat pour l'humanité, contre la barbarie et ses multiples visages. L'antisémitisme est toujours annonciateur de drames universels. L'histoire, hélas, nous l'a enseigné, et pourtant certains ont tendance à oublier ou à réviser l'histoire. Nous devons mesurer aujourd'hui que la menace qui pèse depuis tant d'années sur les Juifs de France s'étend à toute notre société, nos forces de l'ordre, nos enseignants, nos libertés et notre République. Soyons lucides. Nous devons aujourd'hui lutter contre de nouvelles formes d'antisémitisme, favorisées par l'islamo-gauchisme. La lutte contre cet antisémitisme doit être une lutte sans merci, car c'est un combat pour nos enfants, c'est un combat pour nos valeurs, pour la liberté, c'est bel et bien un combat pour la France. Les Juifs sont toujours les vigies des temps sombres, et de nouveaux temps sombres se profilent. Les Juifs sont les premières victimes, mais jamais les dernières. Retenons les leçons de l'histoire. Ne tardons pas, ne regardons pas ailleurs alors que le ciel tourne à l'orage. Relevons ensemble en français et en républicain ce défi qui est lancé à tout ce que nous sommes, tout ce à quoi nous croyons. Nous le devons à la mémoire de Sarah Halimi. Faisons de ce jour où nous pensons d'abord à elle le premier jour d'une nouvelle mobilisation calme, lucide, implacable pour la justice, pour la liberté, pour nos valeurs et pour la défense de notre civilisation. Ici, les élus de la région Île-de-France, venus témoigner que la mémoire de Sarah, sexagénaire, tabassée, défenestrée parce qu'elle était juive, nous lui rendrons justice. Oui, justice pour Sarah Halimi. Cette justice, elle était attendue, elle était espérée. Un procès aurait pu nous faire comprendre. Il aurait pu soulager les blessures. Il aurait pu aussi éclairer l'opinion
sur les effets de la haine antisémite. Une haine qui est bien loin de s'éteindre et qui fait aujourd'hui encore des ravages parmi nous. Oui, on l'a dit, il existe un nouvel antisémitisme en France. Il ne faut pas taire la réalité, il ne faut pas faire l'autruche, il ne faut pas regarder ailleurs. Il faut que nous nous mobilisions tous, et je le dis là encore, par-delà les limites des différents partis, parce que c'est l'intérêt général, parce que c'est la République, parce que c'est la France. Alors oui, un procès aurait obligé le meurtrier à regarder ses victimes et la société en face. Mais non, il n'y aura pas de procès. Pourquoi ? Et pourtant, c'est avéré. Le meurtrier de Sarah Halimi était bien délinquant, antisémite. Il n'était pas fou. Il avait choisi sa cible. Mais voilà, l'homme était sous l'emprise de la drogue. En un mot, il est bien coupable, mais il n'était pas responsable. Alors, vous le savez, je respecte le travail des psychiatres, je respecte le travail des juges qui appliquent la loi. Mais cette loi, elle est mal faite. Elle est mal faite. Elle est mal faite parce qu'elle nous dit qu'un criminel peut être dispensé de procès parce qu'il s'est volontairement shooté. Alors, vous allez me dire, ça nous surprend tous, parce qu'on sait tous ici qu'un chauffard ivre, c'est une circonstance aggravante. On sait tous qu'un conjoint ivre qui tue sa compagne, c'est une circonstance aggravante. Ils ont brisé des vies, et pourtant, il n'y aura pas de procès pour le meurtrier de Sarah Halimi. Alors, ne cherchons pas la logique, mais il faut très rapidement clarifier le régime d'irresponsabilité pénale défini par l'article 122.1 du Code pénal. Alors, j'ai entendu Christophe Castaner, j'ai entendu le ministre de la Justice qui, au moment où nous nous réunissons aujourd'hui, nous dit que cette loi va être portée au Parlement. Alors, tant mieux. Cette nouvelle loi, c'est votre victoire. Cette nouvelle loi, c'est notre victoire, tous ici, au Trocadéro. C'est la victoire de la nation française. C'est la victoire du peuple français au nom duquel la justice est rendue. Alors oui, cette loi de justice, nous devrons la nommer la loi Sarah Halimi. Parce qu'ainsi, Sarah ne sera pas morte en vain. Parce qu'ainsi, nous pourrons faire notre deuil en paix. Pour que vive la République et vive la France! Les élus de la République qui sont venus ici soutenir la mémoire de Sarah Halimi, je prends l'engagement devant vous qu'une rue Sarah Halimi verra le jour à Paris. Cette rue ne rendra pas la vie à Sarah Halimi, mais lorsque nous nous y promènerons, lorsque nous y serons, nous aurons son histoire, son visage, son nom, et nous savons que cette histoire, ce visage, ce nom, est bien sûr celui d'une femme assassinée parce que juive, pour laquelle nous demandons ici justice, justice par une nouvelle loi, justice par une loi qui s'appellera, je l'espère, la loi Sarah Halimi. Oui, nous serons là avec elle. Et cette rue Sarah Halimi sera le témoin de notre détermination. À nous, ici, peuple parisien, peuple de France, à nous les élus de la République, pour dire que jamais, jamais nous ne céderons face à l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est cette peste qui vient affaiblir nos valeurs républicaines, affaiblir ce que nous sommes ensemble. Et s'il y a quelque chose que l'on apprend lorsqu'on est maire de Paris et lorsque l'on vit cette ville, lorsqu'on vit et respire l'histoire de cette ville, c'est que cette ville ne serait pas ce qu'elle est sans l'apport de la communauté juive. Alors oui,
cette ville qui doit tant à cette histoire qui est aujourd'hui la nôtre, dans cette ville, ensemble, nous défendrons nos valeurs républicaines et la mémoire de Sarah Halimi, tout comme la mémoire de Mireille Knoll, tout comme la mémoire d'Ilan Halimi. Nous ne céderons jamais, nous serons là contre vents et marées lorsqu'il fera de l'orage et lorsqu'il fera aussi du soleil, mais nous serons là en permanence, debout pour la République. Et aujourd'hui, le visage de la République, c'est celui de Sarah Halimi. Je vous remercie. Parce que, vous l'avez fait tout à l'heure, parce que sa maman croise tous les jours l'assassin qui l'a massacré et qui l'a tué, elle le croise tous les jours, rouge et blanc. Ce n'est pas possible. Je veux avoir confiance à la République. Ce procès doit avoir lieu. Il doit avoir lieu en France. Mais s'il n'aura pas lieu, il n'a pas lieu en France, il aura lieu en Israël. Il n'a pas le choix. Mais je ne peux pas croire. Et je suis député de la République. Et je suis législateur. Et nous avons vu la jurisprudence. Il y a eu des gens qui ont été jugés, qui ont été condamnés, y compris lorsqu'ils avaient pris du cannabis. Alors qu'on arrête. J'aime mon pays. J'aime la France. J'ai qu'un seul souhait. Comme vous tous, d'où que vous êtes ce soir, juifs, non juifs, c'est qu'il y ait un procès en France pour Sarah Halimi. Merci. Merci Meyer. La lutte, les antisémites perdront. Et il faut vite, au-delà de cette journée. Cette journée n'est pas la fin d'un moment. Cette journée est le début d'une époque, le début d'une mobilisation citoyenne, le début d'une mobilisation de tous les citoyens français, peu importe leur religion, peu importe leur origine. Et nous, étudiants, c'est nous qui allons faire la France d'aujourd'hui et de demain. C'est nous qui serons la génération. Et dans 10, 20, 30 ans, nous serons ici. Le combat continue pour que notre avenir soit celui de la France, soit celui de la République et soit celui de la lutte contre la haine. Et ce ne sont pas eux qui gagneront. Merci à vous. Et nous sommes si fiers. On applaudit très fort Noémie. Merci Noémie. La première, c'est que nous ne devons pas accepter, jamais, sous aucun prétexte, cette idée aussi absurde que dangereuse, selon laquelle l'émotion suscitée par un acte antisémite devrait être l'affaire de la communauté juive. Ne l'acceptons jamais. La deuxième chose que je voulais vous dire, je viens d'une famille musulmane, je ne suis pas juif, je viens d'une famille musulmane, l'une de ces familles à l'image de millions de familles françaises au sang mêlé, qui plongent leurs racines de l'autre côté de la Méditerranée tout en ayant un amour passionnel pour la France. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas besoin d'être juif pour être ému par l'attaque de l'école Ozara Torah de Toulouse. Je n'ai pas besoin d'être juif pour pleurer Ilan Halimi. Je n'ai pas besoin d'être juif pour accompagner la douleur des familles de Yoav Attab, Johan Cohen, François-Michel Sada et Philippe Braham. Je n'ai pas besoin d'être juif pour comprendre et partager la douleur des familles de Mireille Knoll et de Sarah Halimi. Parce qu'il n'est nul besoin d'être juif pour sentir de l'empathie, de la fraternité vis-à-vis de ceux qui sont frappés par un drame. Pas besoin d'être juif pour être ulcéré par l'antisémitisme. Et enfin, pas besoin d'être juif pour se sentir solidaire de ces familles qui ont quitté des quartiers de banlieue par centaines, qui ont déscolarisé leurs enfants parce que certains élus irresponsables ont pris prétexte de l'antisionisme pour aller rappeler quelques minables voix aux élections locales en posant une cible sur le dos des juifs. Ne l'acceptons jamais au nom de la France. Vive la République, vive la France. 2002, je suis à vos côtés. Il y a eu l'affaire de Gisèle, il y a eu l'affaire Mireille Knoll, il y a eu l'affaire Ilan Halimi. Tout récemment, un fumeur de joint, parce qu'il a jeté son chien par la fenêtre, a pris 6 mois de prison ferme. Et là, étrangement, oui, monsieur Molins, vous avez envoyé un message aux Français qui consiste à dire que un bon juif est un juif mort. Pire,
et ça je vous le pardonnerai jamais, c'est que par votre décision, Sarah Halimi est décédée une deuxième fois. Alors, en tant que Français, musulman, j'ai proposé à Maître Spizner, lorsqu'il déposera sa plainte en Israël, à figurer parmi les témoins en hommage et en respect à Ilan Halimi. J'espère que je saurai dignement tous vous représenter. Merci à vous. Possible pour moi, et c'est pas le lieu, pour moi non plus, de critiquer cette décision, ni de refaire le procès de cette affaire, mais d'essayer d'en comprendre les enjeux. Et je crois que je l'ai entendu tout à l'heure, essayer de faire que les choses soient meilleures pour l'avenir, en donnant un éclairage à la suite de l'émoi légitime que cette décision a suscité et que je partage. Je le dis tout de suite, mon syndicat de magistrats n'est affilié à aucun courant politique, ni religieux, ni philosophique, et ne défend aucune école de pensée, ni idéologie, ni corporatisme. Ma parole est libre, comme doit l'être la justice. Pour nous, la justice, elle n'est ni à droite, ni à gauche, ni même au centre, mais humaine, compétente, exemplaire, et ne doit être qu'au service de l'intérêt général, qui doit être notre seul horizon. Je voudrais remercier aussi ceux qui ont exprimé leur volonté de participer et qui n'ont pas pu nous rejoindre. Je sais qu'ils sont de tout cœur avec nous. Je voulais aussi remercier personnellement M. Jonathan Béard, qui m'a donné beaucoup de courage et de force pour venir, et grâce à qui je suis aujourd'hui parmi vous. Chers amis, suite à la décision de la Cour de cassation qui rend irresponsable l'assassin de ma mère, nous ne pouvons plus garder notre silence. Même si nous ne sommes ni juristes, ni avocats, ni psychiatres, nous pouvons et même nous devons exprimer notre incompréhension et notre indignation face à cela. Il faut que l'on m'explique, excusez-moi, que l'on nous explique pourquoi dans cette affaire on se focalise seulement sur l'état mental de l'assassin. Comment comprendre qu'aucune investigation de son téléphone n'ait été faite? Comment comprendre que son compte Facebook n'ait pas été investigué et qu'il a été entièrement effacé? Pourquoi la reconstitution des faits nous a-t-elle été refusée? Les amis, on doit comprendre aussi pourquoi on le présente comme un fou alors qu'il n'a aucun antécédent psychiatrique et que depuis l'assassinat il ne reçoit aucun traitement. Comment expliquer qu'il a un passé lourd et été fiché à la police, qu'il a eu des séjours en prison et jamais on ne l'a considéré comme un fou? Mes chers amis, une des grandes incohérences de ce dossier est que comment quelqu'un qui a commis un acte illégal de consommer du cannabis, la consommation de cannabis étant illégale, comment peut être considéré irresponsable? Et si vraiment il y a une abolition du discernement, comment peut-il avoir la faculté de renier son crime? Comment pouvait-il avoir la faculté de citer des sourates de djihadistes? Lorsque, sur l'un des rapports d'expertise, l'expert avoue devant 50 personnes à la cour d'appel s'être trompé dans son rapport, pourquoi ce n'a pas été retenu? Mesdames, messieurs, mes chers amis, ce n'est qu'une partie de toutes nos questions. Notre sentiment est que depuis le début, on nous cache la vérité. Tant
tant qu'il n'y aura pas de lumière dans cette affaire, il y aura toujours une tache dans l'histoire de la France, une atteinte aux valeurs morales de notre République. Aujourd'hui, nous sommes tous sous l'effet de la colère, mais nous devons la contenir. Et nous devons prendre conscience des conséquences de cette impunité et surtout du danger qu'elle représente. Il ne suffit pas de corriger la loi, mais il faut juger le criminel et aussi le punir. Mes amis, ce serait un échec pour nous, sa famille. Ce serait un échec pour toute la France de devoir faire appel à la Cour européenne ou encore de devoir faire appel à la justice d'un pays étranger. Mes chers amis, la justice doit être faite en France. Si il y en a qui se font passer, se font prendre pour des irresponsables, nous, la France, doit prendre ses responsabilités. Mes chers amis, j'aimerais vous parler de quelque chose, même si pour moi, cela est très difficile. Non, ne vous inquiétez pas, je vais vous épargner, je ne vais pas vous raconter les atrocités qu'elle a subies lors de son assassinat. Vous voyez, on parle beaucoup de l'affaire de Sarah Halimi, mais moi, j'aimerais vous parler de ma mère, Madame Halimi, de qui elle était, des valeurs qu'elle véhiculait, qu'elle nous a transmises à nous, ses enfants et petits-enfants. Tout d'abord, ma mère était médecin et ensuite directrice de crèche dans le 4e arrondissement de Paris. Elle se dévouait pour les enfants comme pour les parents. Elle était très appréciée même de son personnel de crèche. Sa crèche, dans le 4e, était connue. C'était la crèche de Madame Halimi. Tout celui qui avait réussi à obtenir une place dans cette crèche se sentait méritant. À nous aussi, ses enfants, elle nous a inculqué le respect de l'autre. En tant que médecin, elle était toujours prête à venir aider à toute personne dans le besoin. C'était une femme courageuse, qui n'avait pas peur d'affronter les difficultés de la vie. Elle nous a toujours inculqué à prendre nos responsabilités et de les assumer. S'il y avait bien un trait de caractère qui déplaisait à ma mère, c'était celui de l'indifférence. Elle-même ne pouvait jamais rester indifférente à la souffrance d'autrui. Beaucoup de parents à la crèche et les personnes qui l'ont côtoyée pourront témoigner comment elle savait redonner le courage aux plus découragés, de l'espoir, aux plus désespérés et des conseils aux plus désemparés. Les problèmes que les autres lui confiaient devenaient les siens et elle n'avait de répit tant qu'elle n'avait pas envisagé toutes les solutions qui pourraient les soulager. Contrairement à ce qu'on peut le croire, ma mère n'était pas une vieille dame, n'était pas une vieille grand-mère. Elle n'avait que 64 ans. Elle était jeune d'esprit, elle était plein d'enthousiasme. Toujours pour de nouvelles initiatives, des randonnées, des sorties et autres, elle était très vivante. Elle était très proche de ses petits-enfants et aimait partager avec eux des bons moments. Mes chers amis, je pourrais parler encore longuement sur elle. Et c'est une mission difficile de devoir se limiter à quelques phrases. Et je ne veux pas vous retenir plus que ça. Je m'adresse à vous tous, citoyens et citoyennes français, à qui les valeurs morales de la République lui sont chères, de se soucier de l'avenir de notre République, de se soucier à l'avenir de nos enfants et du nôtre.
leur éducation, mais aussi soucions-nous de nos parents. Soyons attentifs à leurs besoins et à leur sécurité. Unissons-nous pour cette cause. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous trouvons cette union. Si on se bat et on agit pour le bien autour de soi, avec l'aide de Dieu, notre monde sera meilleur. La seule motivation qu'ils avaient, c'est que justice soit faite, c'est que nous fassions aujourd'hui rayonner la lumière, que nous apportions de la lumière face à l'obscurantisme. Je tiens à remercier les forces de police qui nous ont protégés tout au long de cet événement. Et je tiens à remercier toutes les communautés qui se sont réunies. Aujourd'hui, nous reformons ce tissu qu'est la France. Nous avons des drapeaux kabyles et des drapeaux israéliens côte à côte et des drapeaux français. C'est ça la société française. C'est ça que nous devons construire ensemble. Aujourd'hui est le début d'un nouveau mouvement. Et vous êtes les ambassadeurs. Vous êtes les ambassadeurs de la France. Tous ensemble. Chers amis, je demande à Samus de nous rejoindre et nous allons ensemble entamer la Marseillaise.